Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. À la demande générale, nouvel épisode, puisque le premier a beaucoup plu. Alors, on se retrouve ici, à Dubaï cette fois, et pas à Paris. Et là, on est dans un nouveau lieu, et là, c'est juste génial. Ouais, on est très content du lieu. C'est vrai que quand on est arrivé, on a été surpris parce que les locaux sont un petit peu spéciaux. Différents de France, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, atypique. ouais, Exactement. Le studio est super. Ah, il est génial. Ça donne de la force. Exactement. Bon, j'aimerais qu'on commence cet épisode parce qu'on reçoit, on a Swan aujourd'hui avec nous, qui est une nouvelle recrue dans l'équipe. Et c'est super parce que du coup, les gens ne te connaissent pas encore. Exactement. Je pense que certains t'auront vu passer un peu sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est bien un petit peu de te présenter, de montrer un petit peu ton parcours aussi, c'est intéressant. Et pourquoi tu as rejoint l'équipe, ça aussi, c'est quelque chose qui, je suis sûr. Là, c'est pas une icône de l'immobilier, hein. Attention. Non, t'inquiète pas, c'est bon. On va pas passer tout. On n'est pas en train de présenter. Voilà. Mais au moins, voilà, comme ça, tout le monde est au courant de notre petite équipe. C'est vrai que ça serait bien aussi qu'on présente les autres membres parce que, Anthony, Jade, Mathilde. Tous les membres de l'équipe ne sont pas présentés sur nos réseaux sociaux et donc ça c'est dommage, il va falloir qu'on y remédie. Bien sûr, je me le note. Exactement. Et Swan, je te laisse te présenter du coup à tout le monde. Ça marche. Alors du coup, c'est Swan pour le coup. Je suis sur Dubaï depuis peu de temps. J'ai tenté l'aventure Dubaï aussi comme beaucoup de monde. Donc je suis une expat depuis peu. Avant, j'étais community manager en France et j'ai aussi fait de l'immobilier en France pendant 3 ans. Et voilà, j'ai décidé de tenter l'aventure à l'étranger depuis peu. Voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et Dubaï, voilà, ça faisait un moment que j'en entendais parler. J'ai eu l'opportunité, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai tenté l'aventure sur Dubaï. Et puis voilà, depuis peu, j'ai rejoint l'équipe. Donc je suis ravie d'être avec vous et de tenter l'aventure. Ouais, on est ravis. On est ravis voilà. Que tu sois avec nous. Et alors, est-ce que c'est le kiff Dubaï? Est-ce que tu vis ta meilleure vie? C'est le kiff. Je travaille, mais de temps en temps, non, c'est le kiff. Il y a tout le temps quelque chose à faire. C'est vrai que voilà, Dubaï, c'est à tenter. C'est une autre image quand on est sur place. On a un peu une autre image quand on est en France. Mais quand on est sur place, il y a de tout. Enfin, c'est vraiment fait pour les expatriés. Ça vit le jour, la nuit, tout le temps, du lundi au dimanche. Et voilà, qu'on aime soit rester chez soi, se balader tranquillement. On a des spots qui sont parfaits juste pour se balader. Et il y a des spots aussi qui sont super pour sortir, pour faire la fête. Donc vraiment, c'est un endroit où voilà, on peut tout faire et c'est adapté à tout le monde. Donc franchement, j'ai qu'une chose à dire, tentez l'expérience parce que ça vaut le coup. On avait dit qu'on le gardait secret. Ouais, tu vois, tu trahis. Attends, elle donne que les conseils des endroits où faire la fête, hein, tu remarques. Exactement. C'est les sorties, je pense que... Exactement. Vous connaissez ma petite préférence. C'est ça. Non, c'est une super expérience. Et, tout est possible, c'est un autre monde. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire ici. Ouais. Toi, tu es là depuis plus longtemps que nous, donc tu as un peu plus de recul, ça c'est sûr. Surtout que tu as fait un peu d'IMO ici aussi. C'est ça, c'est ça. Mais oui, Dubaï, c'est ça. Hein. Moi, je dirais c'est vraiment la ville des entrepreneurs. Exactement. Et quand je dis entrepreneur, je le dis souvent, mais je le répète là, mais c'est vrai que on a tendance à penser entrepreneur, statut juridique. Mais non, quelqu'un qui est salarié, qui veut faire une belle carrière, rentrer dans des belles entreprises, qui ont des belles perspectives, il y a vraiment de quoi faire. Tout est possible. Tout est possible. C'est ça, c'est un peu le mot qui revient tout le temps. Hein, quand tout le monde vient sur Dubaï, c'est tout est possible, c'est un autre monde. Et c'est ça qui est bien et c'est ça qu'on a besoin de ça, je pense, aujourd'hui, de se dire qu'il n'y a pas de limite et que tout est possible. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités parce que, par exemple, le fait qu'on se soit rencontrés, c'est quand même assez incroyable parce que ton profil était parfaitement aligné à nos attentes, à nos besoins. Tu as fait de l'immobilier, tu as fait de l'immobilier à Dubaï. Tu es dans la com, évidemment. Donc voilà, tu as plein de casquettes intéressantes. Et peut-être que ton profil, en tout cas, nous, dans notre région, on aurait eu beaucoup de mal à le trouver, en tout cas. Et là, ça s'est fait super vite et super bien. Donc, super content. Écoute, bienvenue à toi. Et puis, que l'aventure soit longue et belle et pour nous tous. J'en doute pas. Exactement. On a grandi la team. Exactement. Petit à petit. Du coup, Swan va prendre le relais un petit peu du coup dans ces épisodes-là parce que c'est le premier vous avez beaucoup plu où on racontait un petit peu notre histoire avec Marine. Qu'on salue d'ailleurs. Et du coup, on s'est dit, on va refaire. Et puis à Dubaï, ça s'y prêtait bien parce qu'il y a plusieurs studios d'enregistrement. Celui-là, il a vraiment tapé dans l'œil à Céline. Enfin, dans le mien aussi, je pense, dans le tien aussi. Ouais, pour le coup, il est super ça va, t'as pas trop mal? Pour le coup, il t'a tapé dans l'œil et... Ça va. Non, il est bien, il est super ce studio, il est top. Donc voilà. Donc Swan, je te laisse prendre un peu le relais pour la suite de l'épisode. Bien sûr. Et puis feu. Bien sûr. Et ma question, c'est
Pourquoi Dubaï? Comment ça se passe? Comment vous avez vécu votre arrivée? Est-ce que tout se passe bien? Il y a des choses qui sont... que vous appréciez, d'autres que vous appréciez un petit peu moins. Comment ça se passe la vie à Dubaï depuis peu? Ça, en fait, tout le monde a envie de savoir comment ça se passe à Dubaï. C'est ça. Je crois qu'il faudrait plusieurs épisodes pour vraiment tout détailler. C'est clair. Tellement qu'il y a à dire. Non, le début a été un petit peu chaotique, on va dire. De la recherche de l'appartement. Dans un premier temps, on est parti sur une location, le temps de pouvoir acheter, trouver un peu les quartiers un peu sympas sur Dubaï. Bon, finalement, on s'est pas trompé parce qu'on est dans un super quartier. Donc, ton quartier. Le fameux, honnêtement, je peux rien dire de ce côté-là. Il est génial. Hier soir, je t'ai pas dit, mais on a eu pour projet de racheter tout un immeuble. Super. On parle plus en appartement. Voilà, on parle plus en appartement maintenant. Où est-ce qu'on signe? On rêve grand maintenant. Donc non, les débuts ont été un peu chaotiques pour trouver justement donc l'appart et puis avec les agents IMO finalement. Ces agents IMO, ils sont compliqués. Alors, on en a eu 2, ça a été un peu compliqué. C'est pas tout à fait les mêmes règles évidemment qu'en France. Et voilà, donc on a toujours des petites suspicions. On sait jamais trop si est-ce qu'on est en train de se faire arnaquer, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. C'était très rigolo parce que l'agent immobilier nous a demandé un chèque de réservation. Bon, c'était pas grand-chose, c'était 1500 €. Mais à Dubaï, ce qu'il faut savoir pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la réglementation, c'est qu'il faut payer 1 an de loyer d'avance. Sinon, on peut faire 2 chèques. Voilà. Mais bon, nous, pour être sûr d'avoir l'appartement, parce qu'on voulait vraiment cette vue-là, etc., on était obligé de payer en une fois. Et la personne, en fait, avant de signer le bail et d'enregistrer à Ejari, donc Ejari, c'est l'administration qui gère le parc locatif ici à Dubaï, au niveau de l'État, nous a demandé de payer le loyer, en fait. Et donc, ça représentait une très grosse somme d'argent. Et voilà, donc on a été très méfiants. Et puis certains nous ont dit non, mais ça se fait. D'autres nous ont dit non, surtout pas, faites attention. Ouais, c'est donc ça, nous, on était là, il fallait verser le loyer à l'année. Voilà. Verser le loyer à l'année, sauf que tu n'as pas encore signé le bail, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc là, tu te dis, est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pas risqué? En même temps, on le voulait. Bon. Et puis bon, finalement, on a mis une clause on arrive à mettre une clause et puis on a réussi à signer et puis à payer après le loyer. Et puis voilà, Julien a eu le Covid. Et un bon Covid Dubaï. En plus. Hein. Ouais. Je l'ai eu 2 fois. J'avais rien eu les premières fois. Mais là, j'étais séché. Donc voilà, effectivement, les débuts un peu chaotiques. Après, voilà, dès qu'on a commencé à partir aussi, bah oui, il y a aussi la petite avec l'école. Donc un peu l'organisation de l'école, etc. Bon, par contre, l'école, c'est juste génial ici. À l'enseignement, il y a une qualité d'enseignement et des écoles qui sont juste incroyables. Et de pouvoir offrir d'ailleurs ce niveau de vie à notre fille ici à Dubaï, c'est une vraie opportunité pour elle, vraiment, vraiment. Ne serait-ce qu'au niveau des langues, c'est juste incroyable. Et je pense que ça va lui offrir pas mal de portes. Ça va lui ouvrir pas mal de portes pour plus tard, quoi. C'est certain. C'est certain. C'était une des raisons pour lesquelles on venait ici. On critique souvent, enfin de toute façon on voit que la France recule dans les niveaux scolaires d'année en année. Il y a des classements internationaux qui sont établis chaque année et c'est vrai que bon, nous on était dans une petite école en province, etc. Ça n'a absolument rien à voir ici. Alors évidemment l'éducation est payante ici et elle coûte très cher, quoi qu'on veuille faire, et puis il y a toujours des suppléments, des sorties, donc ça va très vite, ça coûte vraiment très cher, mais la qualité de l'enseignement est vraiment incroyable, que ce soit en termes d'équipe pédagogique, les professeurs qu'elle a, donc elle est en CM1, pour ceux qui sont pas au courant, elle est en CM1 et elle a 4 ou 5 profs différents, elle parle pas l'arabe, donc ils l'ont mis dans une classe spéciale avec un professeur où ils sont que 3 élèves, enfin voilà, tout est comme ça en fait. Donc, tout à fait. Même au niveau des langues, elle est accompagnée avec un processus pédagogique différent pour qu'elle puisse, au niveau de l'anglais par exemple, s'améliorer très rapidement. Elle a aussi beaucoup d'ateliers qui permettent justement l'échange, qui permettent la critique aussi. Ils font beaucoup de choses comme ça. On a vu qu'il y avait eu un atelier récemment, des ateliers aussi sur l'empathie. Elle fait aussi un atelier podcast. Elle fait aussi du théâtre. Elle fait. Enfin, on est vraiment voilà. Ils sont vraiment là pour ouvrir vraiment les perspectives des enfants et c'est super. Ouais, c'est génial. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles on est venu à Dubaï. La deuxième autre raison, c'était vraiment le côté entrepreneurial parce que, comme tu l'as dit, et comme toi, tu t'en es aperçu peut-être avant nous encore, mais il y a des perspectives qui sont folles. Nous, on a fait des rencontres ici. Moi, je ne parle pas bien l'anglais encore. Céline, un peu mieux. Mais rien que depuis qu'on est là, ça fait combien? 1 mois et demi, c'est incroyable le nombre de personnes, de connexions qu'on a pu faire, d'opportunités même qu'on a pu avoir, qu'on ne réclamait même pas. Et ça, c'est incroyable. Et puis, il y a une grosse communauté française ici aussi.
où on peut échanger via des rencontres. Il y a plein de clubs d'affaires. Et voilà. Et comme c'est un pays d'immigrés aussi, ça crée une dynamique dans les échanges qui est hyper intéressante. Tout le monde essaye de connecter avec tout le monde. Complètement. Et voilà. Et donc ça crée une ambiance aussi qui est particulière. Bien sûr. C'est jamais qui on va rencontrer, effectivement. C'est bien sur Dubaï, on dit toujours, discute avec tout le monde, sois vraiment ouvert. Tu sais pas qui tu peux rencontrer, que ce soit dans ton bâtiment, que ce soit dans la rue, que ce soit au café. Donc ici, tout est fait pour faire des connexions rapidement. Exactement. Là, en 3 semaines, en un mois, on a déjà eu 3 propositions. Ouais, c'est incroyable. On va déjà ouvrir 3 boîtes dans tous les sens. Ouais, c'est assez incroyable. Mais c'est ça, Dubaï. C'est ça, justement. C'est des personnes qui sont pleines de projets aussi. On rencontre que des personnes qui sont ultra positives, qui ont envie justement de changer les choses. Et ça c'est génial pour le mindset, c'est génial parce que c'est vrai que quand tu rentres en France, t'as ce sentiment en fait vraiment de les gens essayent de ramer en fait, ils sont toujours en train de ramer et d'essayer de s'en sortir en fait sur n'importe quel business. En fait on est toujours en train de chercher comment on va pouvoir faire ci, comment on va pouvoir faire ça, et ça manque un peu de positif tout ça. Donc, ici de toute façon je dis c'est un pays d'entrepreneurs, même le pays est géré comme une entreprise on dirait, et tout va vite. On a besoin de quoi que ce soit ici, mais ça va très très vite. Par exemple juste avant que tu arrives, ne serait-ce que pour le recrutement, pour chercher des profils qualifiés, c'est ce que je disais, ici c'est incroyable. Il y a c'est vraiment tout le monde, il y a tellement de variétés de profils différents. Et encore, nous, on s'adresse avec Kikonik, on s'adresse à un marché français. Mais si on avait des business, je pense à ceux qui ont des business qui sont internationaux, c'est incroyable, la richesse et tout, c'est super. Et qu'on soit entrepreneur ou salarié, il y a des perspectives qui sont incroyables. Et qu'on ne trouve pas en France par la lourdeur administrative, par la lenteur. J'allais en venir, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment séduit aussi à Dubaï. C'est le fait que tout puisse être fait rapidement. En France, il y a cette lourdeur administrative où effectivement, dès qu'on a envie de faire quelque chose ou quand on va aller chez le comptable ou quand on a des choses à faire, là, tout est compliqué, tout prend du temps, etc. Alors qu'ici, tout est rapide. Par exemple, pour faire le permis, pour avoir le permis ici, en tout cas pour le convertir, il faut 15 minutes. Il faut 15 minutes. Un examen des yeux, hop, un papier, 15 minutes, c'est réglé. Tout se fait rapidement. Et du coup, on perd pas du temps là-dessus et on en gagne pour faire autre chose. Et c'est ça qui est bien. Et puis après, clairement, nous, on est des amoureux de la France et notamment de notre belle région de Provence. Donc ça, c'est une certitude. Mais ici, il y a aussi une qualité de vie. Il y a des avantages différents au niveau de la qualité de vie. Mais ici, il y a une qualité de vie, c'est incroyable. Des fois, on bosse, on se faisait la réflexion, mais des fois, on bosse, on se dit, punaise, on n'a pas vu le temps passer. Voilà. Et puis, comment dire, le pro et le perso se mélangent bien, en fait. Il y a plein d'endroits où sortir, il y a plein de choses à faire. Des fois, on bosse, mais on n'est pas parti bosser, mais on a rencontré quelqu'un et du coup, ça peut éventuellement déclencher des opportunités. Donc, c'est tout ça. Il y a vraiment un climat qui est... le climat, je parle entrepreneurial, qui est hyper favorable à un bon équilibre vie pro, vie perso, je trouve. Le cadre est incroyable. Et le soleil, on en parle du soleil ? Le soleil, là c'était un peu trop là quand même. Là, franchement, là c'est le soleil et température. Bon, allez, les gens ils ont envie de savoir, est-ce qu'il fait chaud ou pas ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'on peut faire cuire un œuf sur la terrasse, sur le carrelage ? D'ailleurs c'est drôle parce que les podcasts qu'on a enregistrés à Paris, je pense qu'on est plus bronzés que là en septembre. C'est vrai. Parce que nous on a passé un bel été en Provence justement avec la piscine et tout. Mais ici on n'y va pas trop quand ça tape vraiment. Il fait vraiment chaud, il faut le dire. Il fait vraiment chaud. Après là ça y est, ça commence un petit peu à revenir. On va pouvoir profiter un peu plus des extérieurs le soir, sortir, etc. Ça, c'est vrai que ça va être sympa. Mais en tout cas, ce soleil, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. On recharge la vitamine D à fond. Exactement. Et là, tu sais que tu vas l'avoir toute l'année. Donc, c'est ça, en fait. C'est que tu es en vacances, mais toute l'année. Toute l'année. Travailler et être en vacances. Je pense que c'est l'objectif de beaucoup de monde. Et je pense que sur Dubaï, ça peut être possible. Ouais, carrément. Aucun regret pour l'instant, du coup. Ah non. Pour l'instant, ça fait encore peu de temps. Franchement, aucun regret. Le seul point, mais ça, c'est le problème de tous les expatriés, c'est la famille et les amis. Ça c'est le plus difficile, je pense. Complètement, voilà. Mais après on espère qu'ils vont venir et puis nous aussi on va rentrer en France en décembre et puis on rentre l'été aussi, donc finalement ça se compose bien. Et puis aujourd'hui Dubaï, franchement des fois j'ai l'impression que c'est un département français, c'est pas loin quoi. C'est vrai. Ça c'est super bien. Bien sûr. Super bien. Donc non, Dubaï, aucun regret. Aucun regret pour l'instant. Pour l'instant, aucun regret. Ça marche. Ok, top. Carrément. On va du coup
petit peu se diriger sur l'immobilier. On a parlé du coup un peu de mon perso. C'est mon premier podcast. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu, encore un petit besoin de mon téléphone, mais promis, je vais m'améliorer. Vas-y, tu as moi aussi, regarde. Au fil du temps. De toute façon. C'est le premier, vous m'excuserez. S'ils sont pas indulgents, ils passent et puis voilà, c'est pas grave. Vous passerez cette partie-là, du coup. Ça va durer 5 secondes. Alors du coup, une petite question pour vous deux. Actuellement, en France, la période est un petit peu particulière, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus à ce niveau-là? Comment vous la voyez, cette période en France? Comment on peut la gérer? Quelles sont les petites astuces, les petits tips, vos impressions sur tout ça? Alors, je pense déjà... Grande question. Il y a beaucoup de choses à dire. Attends, il a pris son souffle. Elle est grande, c'est parti. Elle est large, en 10 minutes, du coup. C'est ça, en 10 minutes, concis. Copie double, c'est parti. Non, mais la situation en France, déjà, je pense que vraiment... Ça, je pense que c'est aussi le fait d'être un petit peu excentré. Bien sûr. C'est un coach qui me l'a dit cette semaine, qui m'a dit, mais c'est fou parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas en France et vous nous ramenez toutes vos bonnes ondes positives. Et on en a vraiment besoin. Et ça, je pense que c'est la première chose, en fait, dans le climat actuel, c'est de se couper du bruit ambiant. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend que des choses négatives. Franchement, en France, le climat médiatique, on entend ça toute la journée en boucle, c'est très difficile. Et je pense que la première chose à faire pour déjà se dire ok, je me mets dans une dynamique positive, c'est déjà de se couper de ce bruit ambiant, de toutes ces mauvaises nouvelles, des banques qui prêtent plus, etc. Ça crée un climat qui paralyse en fait tout le monde. Exactement. Et je dis toujours, et ça c'est vraiment important nous dans notre activité de coaching, mais quand on est agent IMO, c'est pareil. L'énergie, ça se transmet. C'est-à-dire que si vous êtes mentalement en dedans, vos clients, vous allez les mettre en dedans. C'est systématique. Donc l'état d'esprit, je dirais, c'est la première chose déjà qu'il faut soigner en cette période-là. D'ailleurs, pour le prouver, c'est que très souvent, un égo, quand il fait une vente, après avoir fait une vente, il est trop content. Il dit ok, ça y est. Et comme par hasard, très souvent, il en fait quelques-unes après, parce que du coup, il a un bon mindset. Il est trop bien. Il se dit, ok, c'est bon, déjà, j'ai fait ma vente du mois. Okay. Et derrière, ça se ressent en fait dans son état d'esprit. Et avec les clients, il est complètement différent. Il est relâché, il est heureux, il est bien. Et bien là, c'est un peu pareil en fait. Forcément, à force d'entendre la crise, se poser la question, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que si, est-ce que ça, du coup, on n'est pas top quoi. Du coup, et ça, le client, il le ressent, mais vraiment quoi. Exactement. Ça, c'est sûr. On dit toujours que quand on a une énergie, on dégage une certaine énergie, on attire forcément les personnes qui ont la même énergie, et c'est un petit peu ça. Quand on vend, du coup, on est boosté, et donc forcément, ce boost, ça nous donne une confiance en nous, et tout de suite, par la suite, les ventes s'enchaînent, et c'est toujours comme ça. Mais moi, carrément. Je suis d'accord, effectivement. L'énergie, elle est communicative. L'énergie, exactement. Et donc, première chose à soigner, je pense, en cette période de crise, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose à soigner dans cette période-là, déjà, c'est développer des compétences et faire surtout les choses différemment de ce qui se faisait il y a encore 1 an ou 1 an et demi. Aujourd'hui, on a beaucoup de conseillers immobiliers avec qui on échange quotidiennement, pas forcément des gens qu'on coach d'ailleurs, qui, en réalité, dans leur activité, n'ont absolument rien changé. C'est-à-dire, le système et le process, il est toujours le même. Les canaux de prospection sont toujours les mêmes. On attend que le client nous appelle suite aux annonces que l'on poste. On attend les recos, quoi. On attend les recos. Voilà. C'est sûr que si on est dans une attitude comme pendant la période post-Covid, c'est sûr qu'on court à la catastrophe. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus proactif, que ce soit avec les vendeurs ou les acheteurs. Et ça, c'est très rigolo parce que pendant des années, et comme quoi il y a toujours une justice dans la vie, je pense, on néglige les acheteurs depuis des années. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin d'eux parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont beaucoup plus frileux et ils sont beaucoup plus durs à engager sur les biens. Donc, on a un petit retour de bâton par rapport à ça. J'avais raconté une anecdote une fois qui nous était arrivée quand on voulait acheter un bien. Et j'avais envoyé un message à un agent IMO et j'avais fait une newsletter carrément pour expliquer ça aux agents immobiliers qui nous suivent parce que c'était incroyable. Donc j'envoie un texto pour visiter un bien et la personne me répond 8h demain matin. Elle ne connaît pas mon nom, elle ne connaît pas mon prénom, elle ne connaît pas mon financement, elle ne sait rien de moi. On lui avait dit on voudrait visiter cette maison, etc. 8h demain matin devant la maison. Ok. Et génial. C'était incroyable. L'expérience client est magnifique. Il n'a pas privilégié ça. Non, ça c'est sûr. C'est gay.
Et donc voilà, et ça c'est rigolo parce que ce genre d'attitude-là, les gens le disent. Je veux dire, c'est un secret de polichinelle, ça. Tous les acheteurs se plaignent du comportement des agents IMO depuis des années, ça fait des décennies que ça dure. Évidemment, les agents IMO ont aussi leurs problématiques de temps. Parce que quand on est dans un marché qui est plus porteur, des acheteurs, il y en a beaucoup. Et donc, il faut faire le tri, qualifier les acheteurs. Ça prend du temps, tout ça, les relancer, les suivre. Mais aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire ça quand même correctement avec des outils d'automatisation. Il faut le mettre en place. Et parce qu'aujourd'hui, on le voit, ceux qui arrivent, en tout cas dans nos coachés, tous nos coachés aujourd'hui augmentent leur vente. Et ce n'est pas pour rien. Ils l'augmentent en période de crise. Et moi, je dis toujours, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils travaillent, tous nos coachés travaillent dur. Ça, c'est une certitude. Par contre, ils n'ont aucun mérite parce que les autres n'ont absolument pas adapté leur stratégie et les acheteurs aujourd'hui sont toujours mal accompagnés. Pourtant, on est en période de crise. Et donc, c'est très, très, très rigolo à voir finalement parce qu'on se dit, mais attends, tout le monde se plaint, mais personne met en place les actions. Il y a un champ libre. Il y a un champ d'opportunité qui est énorme aujourd'hui, que ce soit en termes de marketing ou en termes d'expérience client. Et ça, par contre, on peut le dire quand même. À Dubaï, il y a beaucoup de bonnes idées à prendre. En termes d'expérience client, je pense. Yes, on va vous les partager d'ailleurs. On va vous les partager, c'est ça. C'est vrai. Effectivement. Donc ouais, non, c'est incroyable. Donc voilà, je pense que le deuxième point, c'est ça. Et le troisième point, pendant cette période de crise, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, la compétence numéro 1 des agents IMO pendant la période de Covid, c'était la rapidité, la réactivité. On rentrait un bien, on le sortait direct. Donc c'était premier arrivé, premier servi finalement. Et donc finalement, les compétences des agents IMO comptaient moins. Parce que finalement, on rentrait un bien, il suffisait qu'on connaisse la personne qui nous fasse confiance. On rentrait le bien, on le sortait dans les 3 jours. Complètement. Bon, très clairement, on n'a pas eu un impact fou sur la commercialisation. Je ne dis pas pour tous les dossiers, hein, je caricature, mais on n'a pas eu un impact phénoménal. Par contre, aujourd'hui, là, le marché s'étant totalement retourné, la compétence numéro 1 que doivent développer les agents immobiliers, c'est vraiment la capacité à convaincre et persuader les acheteurs comme les vendeurs et d'être présents au bon endroit, au bon moment. Et ça demande des aptitudes qui sont totalement différentes, qui demandent un bagage technique beaucoup plus important que pendant la période Covid. Donc, voilà. Et pareil en termes de marketing aussi. Donc, voilà, je dirais la troisième chose, c'est ça. C'est-à-dire arriver à se remettre en question et arriver à développer de nouvelles techniques qui vont être adaptées aux enjeux du moment, en fait. Bien sûr, complètement. Okay, parce qu'il y a aussi, il va y avoir aussi, il y a quand même pas mal on va dire qu'il y a pas mal de vendeurs, mais aujourd'hui ces vendeurs-là, au niveau du prix, c'est un peu pareil aussi, par rapport à ça, ils ont du mal à baisser. Est-ce que là-dessus, il va falloir développer un peu des compétences, je pense, ça, sur sûr. La partie. Ça c'est sûr. Il va falloir que les agents immobiliers arrivent à développer des compétences pour avoir une vraie influence sur les prix. Alors évidemment, on sait tous que les vendeurs ne sont pas les mêmes. On peut classifier les vendeurs en 3 catégories. Il faut toujours mesurer d'ailleurs un vendeur en fonction de 3 critères, ce que je dis très souvent, la motivation du vendeur, la faisabilité de son projet et la maturité qu'il a sur le marché. En fonction de ces 3 paramètres-là, on va adapter des actions qui vont être différentes en fonction de chacun. Et ça, c'est pareil, on le constate très souvent. La plupart du temps, les agents immobiliers font exactement la même chose avec chaque vendeur. Et ça, si on fait la même chose avec tout le monde, c'est qu'à ce moment-là, on s'adapte mal à chaque profil. Donc, on ne peut pas espérer un résultat qui soit le même sur tout le monde en employant la même méthode. Ce n'est pas possible. Ouais, mais en fait, c'est soit tu as des gens qui sont arrivés justement pendant cette période Covid, du coup, qui n'ont pas forcément été formés et avec qui ça marchait d'avoir ce discours-là avec les vendeurs. Soit tu as ceux qui, du coup, avaient déjà un peu d'expérience avant, mais qui se sont mis un peu au pli, en fait, qui ont fait finalement dire, de toute façon, ça marche. Donc, on va pas trop forcer. Et en gros, c'est un peu comme le sport, en fait, quoi. Tu fais un peu de sport et puis finalement, tu vas jamais au-delà de ton niveau. Et puis, du coup, tu progresses pas. Et là, du coup, ils n'ont pas progressé. Ils ont stagné. Ceux qui avaient de l'expérience, ils ont un peu stagné. Et là, va falloir s'y remettre. Et pour les nouveaux, va falloir vraiment, pour le coup, se former et développer des compétences. Certains. Notamment dans la prise de mandat exclusif. Parce qu'aujourd'hui, les biens restent plus longtemps sur le marché. Les vendeurs sont de plus en plus désespérés de semaine en semaine. Et donc, ouvrent finalement, dans leur perspective, essayent d'ouvrir le champ des possibles à plusieurs intermédiaires qui pourraient venir les aider. Donc, la prise de mandat exclusif dans cette période, elle est quand même beaucoup plus compliquée que pendant la période Covid. Et importante, et elle est plus importante aussi. Donc voilà, ces capacités-là, elles sont vraiment importantes et à travailler aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous avez le même discours avec les vendeurs, que vous n'arrivez pas à avoir d'influence sur le prix, que votre stock il stagne et que vous avez ou peu de biens, en général vous en avez beaucoup, mais c'est la qualité qui pêche. Voilà, là c'est clair que la période elle va être difficile.
Mais voilà. Mais c'est pas perdu. On est bien d'accord qu'il y en a plein qui arrivent encore à faire à tirer leur épingle du jeu. En tout cas, on le voit chez nos coachés. Ils s'en sortent très bien. Certains même mieux. Donc c'est dingue. Mais parce que justement, on essaye un peu de pousser un peu le curseur et de se dire allez, je vais aller plus loin dans mes compétences et dans ce que je mets en place. Donc c'est pour ça que des fois aussi c'est encore mieux. Exactement. Et puis j'en reviens toujours à ça. Mais arriver à se démarquer, c'est fondamental. Et ça, qu'on soit en période Covid, pas en période Covid, peu importe le marché, en réalité, il faut toujours essayer de se démarquer. Et on dit souvent il y a trop de concurrence en France, aujourd'hui le marché il est saturé, mais il n'y a jamais eu, et ça je le dis, c'est quelque chose qui va choquer, c'est sûr, mais la masse crée la perte de qualité en fait. Aujourd'hui il y a énormément d'agents immobiliers, mais il n'y a jamais eu aussi peu d'agents immobiliers qualifiés. Bien sûr. Voilà, il y a peut-être, pour moi il y a très peu, le marché il est détenu par très peu d'agents finalement, secteur par secteur. Et donc voilà. Et cette crise-là, c'est une opportunité incroyable pour ceux qui vont arriver à s'adapter, à changer, à mettre de nouvelles actions. Bien sûr. Et voilà. C'est clair. Ça marche. Comme très souvent dans les périodes de crise, d'ailleurs. On le voit dans plein de domaines, mais dans l'IMO, c'est vraiment ça. Comment ça ? Ok, ça marche. Je me le note aussi en parallèle, du coup. Je garde pour moi. Il y a un petit domaine, du coup, dont on parle énormément en immobilier, c'est l'éthique, du coup, en immobilier. C'est vrai que même en France, voilà, quand je travaillais en France, c'était quelque chose qui est l'éthique et l'immobilier. Ce sont deux éléments dont on parle souvent. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire par rapport à ce niveau-là, au niveau de l'éthique, de l'immobilier, du coup Nous, en fait, on s'oppose. Ouais. Enfin, c'est pas on s'oppose. Pour nous, en réalité, toutes les techniques qui ont été inventées ces 50 dernières années, toutes les techniques de vente qui ont été inventées, elles partent toujours d'un même processus, en fait. On va avoir la phase de découverte. On va prendre dans le cadre d'un mandat exclusif. On a la phase de découverte. Cette phase de découverte doit nous permettre d'adapter un argumentaire qui va être plus ou moins adapté. Ensuite, on a la phase de traitement d'objection et la phase de closing. Ça, c'est le schéma classique qu'on apprend en vente. Évidemment, les conseillers immobiliers qui appliquent déjà ce schéma-là ont plus de chances de réussir que ceux qui n'en ont pas. Ce schéma-là, il a été créé par des experts comme nous pour améliorer la performance commerciale, ce qui est normal et ce qui paraît être sain. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, cette manière-là, ce processus-là, finalement, tend à vendre plus, mais pas à vendre mieux. Et nous, notre postulat, et on est un peu les seuls à pousser ça ces dernières années, mais c'est vraiment important, et c'est pour ça qu'on a développé une méthode qui s'appelle la vente inversée, où on va seulement générer des questions pour que le prospect de lui-même nous choisisse et nous perçoive comme la solution idéale. Mais justement, l'objectif pour nous, c'est de vendre mieux. Et notre postulat, c'est de dire, en vendant mieux, c'est-à-dire en soignant la relation avec les gens, c'est comme ça qu'on va vendre plus. Et pas l'inverse, en fait. Au lieu de chercher des techniques pour vendre plus, on va chercher des techniques pour vendre mieux. Au plus on va soigner la relation avec les gens, de manière individualisée, encore une fois, un peu comme dans nos coachings d'ailleurs, de manière vraiment individualisée, en essayant de répondre aux attentes précises et en faisant cheminer les prospects par lui-même et non pas en essayant de lui imposer une vision, une expertise avec des arguments massus, eh bien, en faisant ce travail-là, on va s'apercevoir que la relation elle est beaucoup plus saine et qu'une relation saine amène beaucoup plus de résultats et de profits sur le court, moyen et long terme. Parce qu'un client peut ne pas travailler avec vous, mais vous avoir trouvé très professionnel. Un client peut ne pas vendre avec vous, mais vous avoir trouvé très sympathique et professionnel, et demain vous recommander. Donc voilà, sur le court, moyen et long terme, c'est le meilleur moyen de se développer. Mais aujourd'hui, malheureusement, personne n'en parle. Tout le monde est dans le plus et dans le toujours plus. Et ça, malheureusement, ça casse quelque chose. Et ça, c'est vraiment une méthode qu'on a développée parce que pour nous, l'éthique, c'est vraiment une valeur fondamentale avec Julien. L'éthique, ça guide notre vie, en fait. À chaque étape et à chaque projet et à chaque méthode qu'on veut mettre en place, l'éthique a vraiment un rôle fondamental. Et là, pour le coup, sur cette méthode-là de la vente inversée, eh bien, il y a vraiment une éthique. Et c'est ça qui permet justement de faire plus de ventes, mais comme tu dis, d'en faire mieux. Et c'est d'autant plus important actuellement. Donc c'est bien sûr. D'appliquer cette méthode, effectivement. Exactement. Parce que les gens le sentent. En fait, c'est tout simple. Je l'ai expliqué dans un épisode de 15 minutes Impact. Je disais, aujourd'hui, on nous appelle des conseillers immobiliers, négociateurs immobiliers. On a eu toutes les appellations, consultants, etc. Et j'ai en fait tout ça, c'est pour masquer une seule chose, c'est le fait qu'on soit des vendeurs. Si demain on se présentait vers des propriétaires et qu'on disait on est des vendeurs immobiliers, très certainement il y aurait une cassure. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit des gens,
un vendeur, c'est quelqu'un souvent de pas très honnête, d'un peu manipulateur, de très attiré par l'argent, etc. Ouais. Donc, on essaie de masquer ce côté-là. Le problème, c'est que si on a le titre de conseiller immobilier, mais qu'on n'en a pas le comportement, là, ça a un effet contre-productif, où la personne se dit « oh là là », et la méfiance est réactivée chez lui, et tous les préjugés que la personne peut avoir sur les vendeurs sont réactivés. Et donc, il n'y a rien de pire pour la vente. Comme je dis toujours, on n'est pas obligé de générer de la confiance pour vendre. Par contre, si on active la méfiance, là, on va perdre toutes les ventes possibles. Un client, il peut être neutre par rapport à nous. Il peut dire « je ne lui accorde pas une confiance énorme, mais en tout cas, je ne crains pas ce qu'il me dit ». Et là, on peut quand même arriver à faire des ventes. Mais si la méfiance est activée, c'est mort. On ne fera rien de bon, que ce soit avec les acheteurs ou les vendeurs. Donc l'éthique, elle a une... En fait, pour nous, c'est un pilier central. En fait. Si on ne soigne pas la relation avec les gens, et ça, nous, c'est pareil avec nos coachés, mais c'est pareil avec les gens avec qui on travaille. Et je te l'ai dit de suite, même quand on... Voilà, je t'ai dit... c'est une des premières choses pour ça. Exactement. Je t'ai dit, nous, ce qu'on cherche, c'est une personnalité, c'est l'humain que tu es, et les compétences, ça, après, dans le feu de l'action, on peut toujours tout améliorer. Mais par contre, avoir cette éthique-là, c'est fondamental. Et malheureusement, la profession d'agent immobilier souffre beaucoup parce que justement, on a négligé les acheteurs pendant tant d'années. Quand on est face à des vendeurs, le nombre d'agents immobiliers qui malheureusement se comportent mal avec les vendeurs pour arriver à servir leurs intérêts, tout ça, ça fait du mal. Évidemment, la plupart ne sont pas comme ça, mais ça existe. Et malheureusement, on le dit toujours, un mauvais avis vaut 10 avis, donc 10 avis positifs. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas de ventes, mais ça veut dire que les ventes, du coup, ils ne se sentiront pas alignés avec leurs valeurs, en fait. À la fin, ils vont se dire, je ne suis pas aligné vraiment avec mes valeurs. Et du coup, elle est là, l'éthique. Elle est là, l'éthique, c'est de pouvoir justement faire ces ventes, mais les faire bien. Les faire bien, quoi. Exactement. Parce que quand on est conseiller immobilier, il y a toujours deux façons en fait de réagir face à un client qui n'a pas vocation à travailler avec nous, on va dire. Il y a deux façons de réagir. Soit les conseillers immobiliers, en général, ils usent et ils abusent de la sympathie. Et voilà, ils compensent en fait. Le manque de technique pour obtenir le mandat exclusif part de la sympathie. Et alors ça, c'est bien, mais ça a ses limites. Parce que souvent, déjà, le client ne nous choisit pas pour la sympathie. Même si on est sympathique, ça ne suffit pas. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la sympathie, c'est la peinture sur les murs d'une maison. Mais ce n'est jamais les fondations de la maison. Et dans une relation avec un client, acheteur ou vendeur, c'est pareil. La sympathie, c'est vraiment ce petit vernis qu'on va mettre sur la relation. Mais ce qui va compter avant tout, c'est la crédibilité et l'expertise qu'on va arriver à faire percevoir au client. Et je ne dis pas à montrer, je dis à faire percevoir. C'est un peu différent. Et la deuxième attitude qui est extrêmement néfaste et qu'utilisent beaucoup de conseillers immobiliers et qu'on connaît tous et qui fait beaucoup de tort à la profession, celle-là, c'est l'agressivité. C'est-à-dire, OK, la personne en face de moi ne comprend pas ce que je suis en train de lui dire, il est un peu con, entre guillemets, c'est souvent ce que les gens disent, je vais lui imposer ma vision, je vais lui tordre le bras pour arriver à mes fins. Et alors, parfois, ça marche. Dans les deux cas, ça marche. La sympathie peut fonctionner et l'agressivité peut fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas bien, évidemment. Ça fonctionne très mal. Et dans un cas comme dans l'autre, généralement, les conseillers IMO, ils n'aiment pas. Quand ils sont agressifs, ils n'aiment pas. Et quand ils sont trop sympathiques, ils n'aiment pas non plus. Et tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, au fond d'eux, c'est un peu les sables mouvants, finalement. Ils savent que ce qu'ils font ne repose sur rien. Et que ça ne va pas porter ses fruits en réalité. Ça peut marcher avec un, mais pas avec l'autre. Et donc, finalement, il n'y a jamais cette sérénité de dire je conduis mon activité, en ayant une parfaite maîtrise de ce que je fais. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'avec Julien, on est vraiment convaincu qu'aujourd'hui, on peut être un top performeur, mais avec de l'éthique. Ah mais totalement, je dirais même que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on souhaite guider justement des conseillers immobiliers par le coaching justement à avoir justement ces techniques et avec de l'éthique. C'est ça qui est important. Exactement. Et c'est super important. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est les clients qui parlent, quoi. Le bruit ambiant, qu'est-ce que disent les clients ? Ils disent ça. Ils disent c'est bien gentil, mais vous êtes tous les mêmes. De toute façon, vous, il n'y a que votre com qui compte. Voilà. Tant que les conseillers IMO ne changeront pas radicalement de manière massive leur manière de travailler, malheureusement, ça va coincer. Voilà. Après, évidemment, tous les conseillers immobiliers ne sont pas comme ça. La plupart des gens, en tout cas, c'est peut-être parce qu'on attire à nous certains profils aussi, et peut-être pas d'autres, mais la plupart sont animés par des valeurs qui sont saines, belles, et voilà. Après, il faut avoir les compétences pour les mettre en œuvre, ces valeurs-là, pour pouvoir les conserver.
Exactement. Voilà un peu ce que je peux dire autour de l'éthique dans la vente. Et c'est un vrai sujet du moment. Bien sûr, c'est encore plus en ce moment, totalement. Exactement. Ça marche. Et le mandat simple, du coup, si on reste un peu dans ce domaine-là, éthique, prise de mandat, etc., le mandat simple. Qu'est-ce qu'on en pense du coup à ce niveau -là? Allez, vas-y, là tu vas lancer un débat là. Non, mais évidemment, il y a toujours deux écoles. Il y a ceux qui vont dire, le mandat simple, il faut quand même en faire parce que on sait jamais l'opportunité, etc. Pour moi, il faut pas en faire, clairement. Vas-y, tu vas te faire lyncher dans les commentaires. Voilà. Désolée d'avoir posé la question. Exactement. Et puis pour moi, il y a rien de plus facile que de récupérer une exclue quand il y a des mandats simples. Oui. Grave. Pourquoi ? C'est facile parce que en réalité, il faut quand même se rendre compte que quand on a un mandat exclusif à 10 000 euros de com et un mandat simple à 10 000 euros de com, on propose deux services différents. Donc un service qui est censé être haut de gamme, le mandat exclusif, et un service qui va être moindre, le mandat simple. Et on propose ça aux clients. Au même prix, en général. Au même prix. Donc, voilà. Donc, au final, autant prendre le haut de gamme, quoi. Exactement. Enfin, c'est comme si je te vends une bagnole d'occasion pour le prix du neuf, quoi. Et donc, quand on arrive là, il faut poser toujours la question au vendeur, qu'est-ce que vous en pensez en termes d'éthique ? Bien sûr. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, l'éthique par rapport au mandat simple. Mais au-delà de l'éthique par rapport au mandat simple, c'est surtout aussi c'est se respecter presque, moi je dirais, de ne pas prendre de mandat simple. Parce que notre travail, il a une valeur. On va s'investir autant émotionnellement que financièrement sur les biens qu'en termes de temps. Donc non, le mandat simple n'a pas lieu d'être, même en cette période de crise. Même en cette période de crise. Au contraire, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de récupérer des exclusivités pour la simple et bonne raison que la majorité des vendeurs sont dans des situations d'échec. Donc, s'ils sont dans des situations d'échec, c'est très facile d'arriver à montrer qu'on a une solution qui peut les aider. Bien sûr. Alors que pendant la période Covid, si vous arriviez... de toute façon, les biens partaient tellement vite, il ne fallait pas... le temps avait moins d'importance. Mais là c'est crucial, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc on est d'accord que quand on arrive chez un client et qu'il a signé un mandat simple, c'est hyper facile derrière de récupérer l'exclusivité, ne serait-ce qu'en parlant du côté éthique de ce mandat. Ça c'est certain. Donc non, pas de mandat simple. Oui, et pour ceux qui diront, parce qu'il y en a forcément qui vont nous écouter, qui vont dire « mais moi j'ai des mandats simples, et puis j'en ai vendu un peu cette année, et puis du coup ça me fait du chiffre. » Ça reste un mandat, bien sûr. Exactement. Ça paraît être une bonne idée. Mais en réalité, comme on dit toujours, en fait, quand on va aller vers la haute performance, c'est bien de vendre quelques mandats simples, ça paraît être une bonne idée. Mais quand on va aller vers la haute performance, la ressource la plus précieuse d'un agent IMO, c'est son temps. Et le mandat simple fait perdre un temps phénoménal, avec une récompense qui va être totalement aléatoire. Donc on ne peut pas se permettre en fait, de travailler en mandat simple si on vise la haute performance. Maintenant, si on vise moins de 10 ventes par an, là, vous pouvez prendre un peu ce que vous pouvez, c'est pas grave. Mais si vous cherchez à atteindre 25, 30 ventes, le mandat simple, c'est pas possible. Très honnêtement, je pense pas qu'une personne puisse faire plus de 30 ventes en travaillant en mandat simple majoritairement. C'est pas possible. C'est pas possible. La perte de temps est beaucoup trop grande. Donc, non, l'exclusivité est dans cette période-là. Alors, t'en as qui vont te parler de mandat simple, d'exclusivité morale. Voilà, on l'entend ça. On l'entend souvent. C'est ça. Mais bon, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. À un moment donné, est-ce que le client... pourquoi il y aurait besoin d'une exclusivité morale, finalement ? On est en train d'inventer un nouveau produit, là, en fait. Tu vois. On a aussi la semi-exclue aussi. La semi-exclue. Voilà. Alors là, mais de PAP, le mandat semi-exclusif aujourd'hui, finalement, c'est un aveu de faiblesse. Parce que si on laisse la possibilité au client de vendre par lui-même, ça veut dire que finalement, la question du PAP, elle n'est pas du tout réglée. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut savoir faire et qui est totalement faisable. En plus, c'est pas très compliqué. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc même le mandat semi-exclusif, je le déconseille totalement. Même si très souvent, dans ce cadre-là, généralement, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même les agents immobiliers vendent ce type de biens-là. Parce que généralement, les vendeurs, finalement, finissent par ne pas faire par eux-mêmes. Bien sûr. Et à confier totalement la vente à l'agent. Mais je le déconseille quand même. À être là, autant finir le travail avec le PAP. Ouais, soyez sûr de vous, ne vendez qu'un produit. Exactement. Faut être sûr. Exactement. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Exactement. Okay. Petite dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus de ventes qu'avant la période Covid ? Ah oui, clairement.
Et moi, je dirais même que c'est presque plus facile. Parce que pendant la période Covid, il y avait ce truc de dire, mais le premier Calmanda, il vend en fait. Et donc là maintenant, j'allais dire les mauvais conseillers IMO qui arrivent néanmoins à aller démarcher, voilà, c'est pas pour autant qu'ils vont vendre derrière. Donc ça laisse une fenêtre d'opportunité qui est beaucoup plus grande. Et encore une fois, comme peu d'agents IMO changent leur manière de travailler, ça laisse une fenêtre d'opportunité qui est énorme, que ce soit en termes de marketing ou en termes de vente. Donc non, moi je pense au contraire que cette période-là, elle est plus propice à la progression que la période Covid, où tout allait vite, où c'était très dur, qu'on n'avait pas le temps de faire grand-chose. Moi, je pense aussi au digital, où on a à un moment donné, pendant un moment, on a dit aux conseillers qu'il fallait prendre le train, qu'il fallait se mettre sur le digital, etc. Il y en a beaucoup qui ont fait vraiment des efforts, et aussi pour traiter justement ces acquéreurs-là. Aujourd'hui, ces acquéreurs-là, du coup, ils ont mis en place un système et des choses en place pour pouvoir justement traiter les acquéreurs, voire parfois automatiser, ou en tout cas avoir des choses qui permettent justement de capter les acquéreurs et en tout cas de pas les délaisser et de bien les traiter et du coup de les conserver, de les garder, voire même l'acquéreur du coup a envie de passer plus qu'avec ce conseiller. Donc ça, du coup, ces personnes-là, elles sont récompensées et du coup, encore une fois, ça leur permet aussi de faire parfois plus de ventes. Donc non, je pense que vraiment la période, elle est propice. Donc là, on a vu un petit peu le perso, on a parlé un petit peu de pro. Si on conclut tout ça, quels sont les projets pour la suite avec l'équipe au sein de... Grande question. Il y en a beaucoup parce que là, encore une grande question. On a fait beaucoup de choses là ces derniers temps. Mine de rien, on a beaucoup de projets. Yes. Déjà, on a lancé le blog. Ça, on est très content de l'avoir lancé. On a créé en fait un blog dédié uniquement au développement personnel des conseillers IMO. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'en fait, sur Internet, on trouve beaucoup de blogs où ça donne des conseils, des fois qui sont plus ou moins pertinents en plus. Bien sûr. Mais c'est vrai que sur l'état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'état d'esprit, c'est la base aujourd'hui pour arriver à se développer. Donc, on a créé ce blog-là pour que les agents IMO puissent développer leur état d'esprit, le bon état d'esprit, pour arriver à faire plus de ventes. Donc ça, c'était un projet qui nous tenait à cœur. Et puis là, pour leur envoyer toutes les good vibes de Dubaï. Exactement. Comme ça, il faut se donner un peu la patate. La patate, exactement. C'est ça. Exactement. Après, on a le podcast des icônes de l'IMO qu'on a lancé. On est super content parce que le premier épisode a été très bien reçu par tout le monde. Le premier épisode, c'était avec Julien Salamon, un conseiller qu'on a coaché et qui lui d'ailleurs fait plus de ventes en temps de crise qu'avant la crise, après 10 ans d'expérience. Donc voilà, pour preuve qu'on peut faire plus de ventes. Bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme projet en cours ? Eh bien, on a plein de projets en cours. On en a un là dans les cartons. Celui-là, on n'en parle pas tout de suite. On est comme ça, là. On n'en parle pas tout de suite, mais voilà. On a lancé les 15 minutes impact aussi. Donc, les 15 minutes impact, c'est un format où en fait, on accorde 15 minutes de coaching à des conseillers immobiliers. Donc, ça, pareil, on va sortir un épisode par mois à peu près. Et puis, on continue aussi le coaching. Là, on est dans le coaching, en plein dans le coaching avec nos coachés. Et là, on se régale aussi. Ouais, on a eu des super... là, on a attaqué des super coachings avec des conseillers qui ont une patate de fou. Et c'est dingue parce que des fois, il ne faut pas grand-chose. Là, j'ai une conseillère en ce moment. Franchement, elle a le feu sacré. Je suis sûr et certain que je me languis. On a un coaching de 6 mois, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que ça va durer 6 mois. Mais avec quelques petits réglages, on obtient déjà du résultat qui est super. Et donc, je suis très content des coachings qu'on a en cours là. Ouais. Et puis de ceux qui arrivent. Voilà. Et l'actualité, c'est quoi encore ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup de choses. On va pas tout dire non plus tout de suite, mais... Exactement. Prendre plaisir. Franchement, je dirais, le maître mot pour nous, c'est le plaisir. C'était le cas quand on avait l'agence, c'est le cas avec cette entreprise. Prendre plaisir avec nos coachés, prendre plaisir avec les gens qui nous suivent sur les réseaux, prendre plaisir ensemble avec l'équipe. Et donc, voilà, je pense que le plaisir, c'est le maître mot. Exactement. Puis il va y avoir encore plein de vidéos qui vont sortir sur les réseaux. Donc, je pense qu'il faut rester connecté là. Bien connecté. Parce que là, pour ça, pour mettre... là, c'est ton rôle. Tout vous dire. Comme je t'ai dit, moi, tu me poses là et après, tu fais ta vie. Exactement, c'est parfait. Beaucoup de choses pour cette rentrée. Yes. Super. Hâte de faire partie de tout ça. C'était super. Ouais, merci beaucoup. On s'est bien régalé. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, merci à tous les deux. Allez, ciao.